Un missile fantôme affole l'ouest de l'Ukraine. Sommes-nous en train d'assister à un tournant stratégique capable de bouleverser toute la guerre? Imaginez-vous à Lviv par une matinée tranquille. La routine d'une ville épargnée, les sirènes oubliées, la vie qui reprend son cours. Puis, soudain, sans avertissement, un grondement lointain. En quelques minutes, un missile russe, presque inconnu jusqu'ici, frappe en plein cœur de la ville. Ce n'est pas un missile classique, ni une arme de science-fiction, mais une nouvelle version allongée du redoutable Iskander, le Prizrak, littéralement le fantôme. Sa portée dépasse désormais 800 km, effaçant d'un coup les limites qui semblaient en protéger l'ouest de l'Ukraine. Jusqu'à récemment, Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil et leurs voisines vivaient dans une tranquillité relative. Pendant plus de 4 années, ces régions étaient considérées comme des sanctuaires. Les habitants y trouvaient le refuge, les militaires y organisaient la logistique, et les alliés occidentaux y concentraient leurs ressources. Cette illusion de sécurité reposait sur une conviction. La Russie n'avait pas les moyens d'atteindre ces zones reculées sans recourir à des armes stratégiques, coûteuses et politiquement risquées. Pourtant, cette certitude vient d'être anéantie. En quelques instants, le Prizrak a démontré que la géographie n'offre plus aucune garantie. Imaginez un dépôt de carburant vital pour l'armée ukrainienne. Jadis, il suffisait de le placer à l'ouest pour le protéger. Désormais, avec ce missile, il peut être détruit en moins de 10 minutes sans que les radars n'aient le temps d'émettre une alerte efficace. L'effet de surprise est absolu. Aucun satellite, aucun radar, aucun intercepteur n'a pu détecter ou intercepter ce projectile redoutable. Sa trajectoire est presque verticale, plongeant à la dernière seconde sur sa cible. Les systèmes de défense, même les plus perfectionnés comme le Patriot américain ou l'Iris-T allemand, se retrouvent impuissants. L'angoisse monte à Kiev, mais aussi à Varsovie, Berlin et dans toutes les capitales européennes. Si l'ouest de l'Ukraine n'est plus un refuge, c'est tout l'équilibre du conflit qui vacille. Des centaines de milliers de civils, de militaires, de logisticiens sont soudain exposés à une menace insaisissable. Les lignes d'approvisionnement, autrefois jugées sûres, se retrouvent vulnérables. L'arrière, synonyme de sécurité, disparaît sous la menace du Prizrak. Ce missile discret mais terrifiant fait trembler les états-majors. Son coût n'atteint qu'une fraction de celui des missiles stratégiques traditionnels. Pour donner un exemple concret, le missile Iskander classique coûte déjà bien moins cher qu'un missile intercontinental, et la version Prizrak n'est qu'une adaptation de cette technologie, ce qui permet à la Russie d'en produire potentiellement des dizaines, voire des centaines par mois. Cette abondance ouvre la porte à des frappes massives et simultanées, saturant toutes les défenses existantes. La question cruciale s'impose alors. Comment la Russie a-t-elle conçu un tel missile et pourquoi cette innovation menace-t-elle bien plus que toutes les armes spectaculaires dont on parle habituellement? Pour répondre, il faut remonter à la genèse du projet Prizrak. Pendant près de 4 années, l'Ouest ukrainien semblait hors d'atteinte. Les raisons étaient vraiment multiples. D'une part, la Russie possède un arsenal considérable de missiles intercontinentaux capables en théorie d'atteindre New York ou Tokyo en moins de 30 minutes. Ces armes sont conçues pour la dissuasion nucléaire et la destruction massive, mais elles sont inadaptées à des frappes précises sur des cibles relativement proches, comme un dépôt de munitions à Lviv. Utiliser un missile stratégique dans ce contexte serait comparable à chasser une mouche avec un marteau-piqueur, techniquement possible, mais économiquement absurde et politiquement dangereux. Dans les faits, Moscou a utilisé des moyens plus classiques. Missiles de croisière comme le Calibre, drones lents du type G-RAND-2, bombardiers stratégiques Tu-95MS. Chacune de ces options a ses faiblesses. Les missiles de croisière, même lorsqu'ils sont lancés depuis la mer Noire, mettent de plus d'une heure pour atteindre l'ouest ukrainien. Les drones, quant à eux, sont encore plus lents et vulnérables à la défense anti-aérienne. Les bombardiers sont repérés par les satellites occidentaux dès leur décollage, donnant aux Ukrainiens le temps d'évacuer ou de disperser leurs troupes. Prenons un exemple historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie croyait ses usines d'armement à l'abri grâce à la distance. Pourtant, l'arrivée des bombardiers alliés à long rayon d'action a bouleversé cette donne, forçant les Allemands à disperser leurs sites de production. L'histoire se répète aujourd'hui. La Russie, en allongeant la portée de son missile, force l'Ukraine et ses alliés à repenser toute leur organisation logistique. Dans ce contexte, l'ouest de l'Ukraine est devenu un sanctuaire logistique. Les bases de Lviv, Ternopil, Lutsk, Ivano-Frankivsk ont accueilli non seulement des dépôts de munitions et des ateliers de réparation, mais aussi des centres de formation pour les soldats formés par l'OTAN. Chaque semaine, des milliers de tonnes d'armes,
de munitions, de carburant arrivaient par train de Pologne, constituant un flux vital pour l'armée ukrainienne. La faiblesse des missiles tactiques russes a longtemps protégé ces zones. Les Iskander, par exemple, étaient limités à une portée de 500 km, contrainte héritée des anciens traités sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Même après le retrait des États-Unis de ces accords, la Russie a continué de respecter ses limites, par prudence stratégique. Résultat, la zone de confort ukrainienne, au-delà de 500 km de la frontière, restait hors d'atteinte des frappes directes. Mais la Russie a fait preuve d'une capacité d'adaptation redoutable. En modifiant l'Iskander, elle a allongé sa portée jusqu'à 1000 km, doublant ainsi la distance initiale. Cette transformation technique, qui paraît modeste sur le papier, a eu des conséquences stratégiques immenses. Pour donner une analogie, c'est comme si, du jour au lendemain, un joueur d'échecs découvrait que son cavalier pouvait se déplacer sur toute la longueur de l'échiquier sans restriction. Le Prizrak frappe en piqué vertical avec un angle proche de 90 degrés. Cette trajectoire plongeante crée un angle mort fatal pour les radars et les défenses antimissiles. Lors de la frappe sur Ivano-Frankivsk, les sirènes n'ont retenti que 2 minutes avant l'impact, trop tard pour évacuer ou protéger les infrastructures vitales. Les systèmes anti-aériens occidentaux, comme le Patriot PAC-3 ou le SAMP-T franco-italien, sont conçus pour intercepter des missiles venant à l'horizontale ou à un angle modéré. Une attaque verticale, supersonique, les prend totalement au dépourvu. Lors d'un exercice de défense aérienne en Allemagne, il a fallu près de 5 minutes pour intercepter un missile simulé venant à haute altitude, un délai qui, face au Prizrak, serait fatal. Sur le plan industriel, la Russie tire parti de la simplicité et de la robustesse de la plateforme Iskander. Les chaînes de production, déjà en place, peuvent être adaptées rapidement. Les matières premières sont locales, les technologies maîtrisées. Contrairement à certains missiles occidentaux, qui dépendent de composants importés, le Prizrak est presque entièrement made in Russia. Cela permet à Moscou d'augmenter la cadence sans craindre les sanctions ou les ruptures d'approvisionnement. Pour l'Ukraine, la menace est immédiate. Les dépôts de munitions, les stocks de carburant, les axes de transit, autrefois considérés comme invulnérables, sont soudain vulnérables. Lors d'une frappe sur Lviv, un dépôt de carburant a explosé, provoquant une pénurie dans toute la région pendant plusieurs jours. Les convois d'armes doivent désormais être dispersés, ralentissant la cadence des livraisons et compliquant la coordination. Pour l'OTAN, l'enjeu est tout aussi critique. La crédibilité des garanties sécuritaires vacille. Si la Russie peut frapper sans préavis n'importe quelle infrastructure, la confiance dans la capacité de l'Alliance à protéger ses alliés s'effrite. C'est un choc psychologique autant que militaire. En quelques tirs, la Russie a brisé une barrière mentale et opérationnelle. La guerre d'usure, jusque-là favorable à l'Ukraine grâce au soutien logistique occidental, menace de basculer vers une guerre de paralysie stratégique. Imaginez une chaîne d'approvisionnement coupée par des frappes répétées. L'armée en première ligne se retrouve rapidement à court de munitions et de carburant, incapable de tenir ses positions. Pour comprendre comment l'Ukraine et ses alliés peuvent répondre, il faut décortiquer la logique derrière l'apparition du Prizrak. Ce missile n'est pas le fruit d'une rupture technologique spectaculaire, mais d'une adaptation intelligente d'une arme existante. C'est la souplesse industrielle et l'ingéniosité technique qui ont permis ce saut, bien plus que l'invention d'une technologie révolutionnaire. Historiquement, ce n'est pas la première fois qu'une innovation modeste change la donne. Pendant la Première Guerre mondiale, l'apparition du char d'assaut britannique, simple mais robuste, a brisé la logique des tranchées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le radar, d'abord rudimentaire, a inversé le rapport de force dans la bataille d'Angleterre. Le Prizrak s'inscrit dans cette lignée. Un outil simple, mais utilisé à grande échelle, peut transformer le champ de bataille. L'arrivée du Prizrak impose une remise en question immédiate de toutes les doctrines de défense. L'Occident doit revoir sa logistique. Les Ukrainiens, contraints d'abandonner la concentration de leurs stocks, dispersent désormais munitions, carburant et matériel sur des dizaines, parfois des centaines de sites. Cette dispersion augmente les coûts, complique la coordination et allonge les délais de réaction. La réactivité disparaît, la flexibilité devient la règle. Prenons un exemple concret. En 2024, lors d'une frappe sur un dépôt de carburant à Ternopil, la réaction des autorités a été de diviser les stocks en petites unités mobiles, cachées dans des hangars civils ou des bâtiments agricoles. Cela a permis de limiter les pertes lors des frappes suivantes, mais a aussi ralenti la distribution sur le front, compliquant la tâche des logisticiens. Mais la menace ne s'arrête pas aux frontières ukrainiennes.
La Pologne, la Roumanie et même les États baltes se trouvent désormais dans la zone de tir potentiel. Un simple ajustement de trajectoire et c'est tout l'arrière logistique de l'OTAN qui devient vulnérable. Cette possibilité fait planer une tension sans précédent sur l'Europe de l'Est. Face à une telle vague de cibles, les défenses classiques montrent leurs limites. Même les systèmes antimissiles les plus avancés, comme l'Aegis américain ou le S-400 russe, ne sont pas conçus pour gérer des attaques simultanées sur des dizaines de sites dispersés. Lors de la guerre du Kippour en 1973, les Israéliens avaient été débordés par la saturation des défenses anti-aériennes. Le Prizrak, en multipliant les frappes, reproduit ce scénario à l'échelle moderne. L'échec des solutions techniques fait monter la pression diplomatique. Sans parade crédible, la négociation redevient la seule issue pour préserver ce qui reste de sécurité à l'arrière. Le Prizrak n'anéantit pas seulement des dépôts. Il détruit l'illusion sur laquelle reposait la crédibilité militaire de toute l'Europe de l'Est. Soudain, frontières et distances n'offrent plus aucune protection. La réputation même de l'OTAN et de ses alliés vacille, alors que la Russie impose une nouvelle donne stratégique, plus imprévisible, plus dangereuse et bien plus difficile à contrer. Mais derrière la panique logistique, une autre question émerge. Comment riposter sans s'exposer à l'escalade ? Le dilemme stratégique devient inévitable. L'OTAN peut-elle répondre par une escalade technologique en développant des systèmes d'interception plus rapides, ou faut-il privilégier la dispersion et la mobilité des infrastructures ? Ce missile n'est pas qu'une prouesse technique, il expose brutalement les points faibles des doctrines militaires occidentales et impose une remise en question immédiate des certitudes établies. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. La défense en profondeur, la concentration des ressources, la confiance dans la supériorité technologique, tout cela est remis en cause. La leçon majeure de l'apparition du Prizrak, c'est que la force n'est plus dans les armes, rares, coûteuses et spectaculaires, mais dans la possibilité de produire et d'utiliser massivement des innovations simples, robustes et efficaces. Ce sont ces outils, presque banals, qui par leur volume modifient vraiment le rapport de force sur le terrain. Un missile abordable, facile à fabriquer et à lancer, devient soudain plus décisif que le système le plus sophistiqué, mais rare. Prenons l'exemple des drones turcs Bayraktar qui ont bouleversé les conflits en Libye, au Haut-Karabakh et en Ukraine. Leur simplicité, leur faible coût et leur nombre ont permis de saturer les défenses adverses. Le Prizrak applique la même logique au domaine des missiles balistiques. La supériorité militaire ne se mesure plus seulement à la pointe de la technologie, mais à sa disponibilité réelle et à la capacité de la multiplier sur le champ de bataille. Impressionner avec quelques prototypes n'a que peu d'intérêt si l'adversaire peut répliquer avec des centaines d'armes fonctionnelles en même temps. Autre choc stratégique, les doctrines de défense doivent désormais intégrer la menace de frappe rapide, imprévisible et asymétrique sur tout le territoire, y compris dans les zones autrefois considérées comme inviolables. L'époque où l'on croyait l'arrière protégé est révolue. Le Prizrak efface la frontière entre première ligne et arrière, forçant les planificateurs à repenser la défense globale du pays. Prenons l'exemple d'Israël, qui a dû adapter sa stratégie face aux roquettes artisanales du Hamas, puis aux missiles plus sophistiqués du Hezbollah. L'État hébreu a investi dans le dôme de fer, mais a aussi choisi de disperser ses infrastructures critiques et de renforcer la résilience de la population civile. Les leçons à tirer pour l'Ukraine et ses alliés sont claires. Il faut allier technologie, organisation et préparation psychologique. Désormais, les états-majors doivent transformer en profondeur leur façon de penser. Protéger seulement quelques infrastructures clés ne suffit plus. Il faut anticiper la dispersion des menaces, leur mobilité extrême et la saturation possible des défenses aériennes. Les solutions rigides, pensées pour des conflits classiques, sont dépassées par la souplesse et la vitesse des nouvelles armes. Parmi les mesures à prendre, on peut citer la multiplication des leurres, l'utilisation de moyens de camouflage, la création de réseaux de tunnels ou de bunkers mobiles, et le développement de systèmes d'alerte ultra rapides basés sur l'intelligence artificielle. La résilience passera aussi par la formation de la population à réagir en quelques secondes, comme au Japon face au séisme. Dans cette nouvelle course, la flexibilité industrielle et le pragmatisme technologique deviennent essentiels. Les nations capables d'adapter vite leur production, de modifier des systèmes existants ou de détourner des technologies civiles pour l'armée prendront une avance décisive. Il ne s'agit plus seulement d'innover, mais de transformer, de combiner, d'organiser pour monter en puissance rapidement. Mais il existe un risque immense à ignorer ces ruptures.
Rester prisonnier d'anciennes certitudes expose à des échecs stratégiques irréversibles. L'histoire militaire est pleine d'exemples où ceux qui refusent de voir le changement finissent par en balayer. L'agilité, la lucidité et la capacité à remettre en cause ses propres doctrines sont désormais vitales pour survivre et préserver sa souveraineté. Prenons l'exemple de la France en 1940 qui avait investi dans la ligne Maginot, convaincue que les fortifications arrêteraient l'ennemi. L'Allemagne, en utilisant la Blitzkrieg, a contourné ces lignes par la Belgique, prenant de vitesse l'état-major français. La leçon, il faut toujours anticiper l'apparition de nouveaux modes de guerre. Enfin, il faut se rappeler que l'anticipation l'emporte toujours sur la réaction dans l'urgence. Attendre le choc pour adapter ses défenses, c'est déjà perdre une bataille décisive. Les États, mais aussi les entreprises et les citoyens, doivent cultiver une vigilance permanente pour ne pas devenir les prochaines victimes des ruptures technologiques. Des exercices réguliers de défense civile, l'investissement dans la recherche appliquée, la coopération internationale dans le renseignement et la mutualisation des ressources sont autant de pistes pour renforcer la résilience face à des menaces imprévues. Chaque entreprise, chaque collectivité peut s'inspirer de ces principes pour se préparer aux crises futures. Mais le plus troublant reste à venir. Jusqu'où la Russie peut-elle exploiter cet avantage avant que ses adversaires ne ripostent ? La réponse se joue déjà, loin des projecteurs, dans les laboratoires et les centres de commandement. L'innovation ne s'arrête jamais, et l'histoire montre que chaque avantage finit par être compensé par une contre-mesure. Mais le temps joue, pour l'instant, en faveur de celui qui a pris l'initiative. Ignorer le Prizrak serait une erreur stratégique aux conséquences bien réelles. Quelle leçon tirerez-vous de cette apparition ? Nous venons d'assister à une transformation silencieuse mais décisive de la guerre moderne. Le Prizrak, derrière son nom quasi invisible, ne promet pas l'apocalypse. Il impose la banalité implacable d'une innovation discrète, capable de redessiner les lignes de front et de déstabiliser les certitudes des états-majors. Pendant de nombreuses années, l'attention mondiale s'est portée sur les missiles géants, ceux qui font la une des débats et inquiètent la planète entière. Mais dans l'ombre, la Russie a investi dans la simplicité, la rapidité et la capacité à frapper loin, là où l'on se croyait à l'abri. Le Prizrak, grâce à sa portée inattendue, démontre qu'un saut modeste dans la technologie peut bouleverser tous les calculs hérités du passé. La véritable rupture ne vient pas toujours d'armes spectaculaires. Souvent, elle s'incarne dans des choix techniques subtils, capables de saturer les défenses et d'inverser le rapport coût-efficacité. Aujourd'hui, c'est la sécurité de l'ouest de l'Ukraine qui bascule. Demain, cela pourrait concerner n'importe quelle nation, si elle choisit d'ignorer ces signaux faibles. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'aveuglement face à l'innovation a précipité la chute des plus puissants. S'accrocher aux certitudes d'hier, c'est risquer de devenir spectateur impuissant face à la nouvelle donne. Ce danger n'est pas théorique. Il menace la stabilité, la sécurité des populations et la réputation des gouvernements. Comprendre, anticiper ou s'adapter à ces ruptures fera la différence entre acteurs et victimes du changement. Ce n'est plus un débat d'experts. Chaque citoyen, chaque dirigeant doit s'en emparer. À vous de choisir. Ignorer le Prizrak ou entendre cet avertissement pour repenser la technologie, la sécurité et l'avenir. Car ce sont les mutations invisibles qui décident souvent du sort des nations.